on a travaillé un peu tardivement, un petit peu voilà, pour justement synthétiser les échanges d'hier matin dans nos différents ateliers. Et donc, on va vous les restituer et puis vous rassurer immédiatement sur le fait qu'on va les retravailler, ces restitutions, parce que du coup, ça va sembler un peu parfois pas très construit, mais forcément, on est un peu dans la réflexion. Et on s'est tout de suite dit qu'on allait vous proposer un webinaire d'ici la fin de l'année, parce que pour vous représenter un peu tout ça, les axes et un peu tout ce qu'on s'est raconté, puis de manière un peu plus construite. Et surtout, on l'a pas encore fait, mais on va le préparer. On va vous envoyer un petit questionnaire pour vous demander un peu votre avis sur les 2 journées. Si les tables rondes ont répondu à vos attentes, si les ateliers, il y avait des questions que vous n'aviez pas pu aborder parce que vous n'étiez pas dans le bon atelier. Donc vous aurez l'occasion de vous exprimer, et puis n'hésitez pas aussi à écrire à l'adresse générique groupe de travail archives audiovisuelles @gmail.com. Si vous n'êtes pas sur la liste de diffusion de cette messagerie, il faut vous signaler auprès de nous, parce qu'en fait on va pas forcément faire la correspondance entre la liste des présents et la liste qu'on a actuellement. Donc il vaut mieux nous envoyer un petit message pour qu'on vous intègre. C'est une messagerie qui est complètement, on a l'occasion d'en parler, mais qui est à part, en fait, dont on gère nous-mêmes la liste. On respecte un peu... Est-ce qu'on respecte le RGPD? Ouais, pas trop, mais enfin, bon, bref. Vous n'allez pas venir nous taquiner là-dessus, quand même. Voilà. Vous n'allez pas nous taquiner là-dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, évidemment. Donc on est 4 à gérer cette messagerie. Donc parfois, ça peut prendre un peu de temps. Alors même si on a mis des règles pour gérer sa messagerie. Donc, ouais. Enfin, il n'y a qu'Olivier qui ne les respecte pas, je tiens quand même à le dire. Donc voilà, donc on essaie en bon archiviste de gérer au mieux les choses, mais parfois on peut avoir raté l'info. Donc il ne faut pas hésiter à nous relancer. Hein. Voilà, on n'est pas de mauvaise composition, puis on est toujours tous un peu pris aussi, par ailleurs. Je vais laisser la parole à Alan, qui va restituer la table ronde qui a été animée, qu'ils ont co-animée avec Muriel, qui se trouve dans la salle. Et puis après sera Pierre Carouche qui interviendra sur la formation et moi-même sur la communication et l'échange. Donc, comme Audrey vous a prévenu, c'est pas du tout construit ce qu'on va vous présenter. Donc l'idée, voilà, nous on a travaillé avec Muriel et donc le groupe qui a travaillé avec nous deux sur la question de créer des outils méthodologiques partagés. Donc la réflexion, tout de suite, on a décidé assez classiquement de la diviser sur les 4 C en fait, collecter, classer, conserver et communiquer. Chaque groupe de travail après, chaque sous-atelier a travaillé de son côté pour d'abord essayer de définir le périmètre de ce qu'on pouvait entendre autour des outils méthodologiques utiles pour chacun de ces 4 C. Une fois que le périmètre a été défini, c'est de voir ce qui pouvait peut-être exister déjà. Et à partir de là, en fait, très rapidement, les groupes se sont mis à dire on aurait besoin de fiches sur tel type de sujet, de guides sur tel type de sujet, de méthodes sur tel type de choses. Et d'ailleurs, souvent, dans les grandes questions qu'on a été amené à se poser, on s'est rendu compte que souvent, pas souvent, mais quelquefois, on repartait d'ailleurs sur la partie formation. C'est la partie formation qui va répondre à ces attentes d'outils méthodologiques pour chacun de nous, en fait. Donc sur la partie collecte, par exemple, après avoir fait le périmètre, on a rapidement identifié en fait quatre sous-groupes, on va dire. Donc la méthodologie de collecte d'abord, la question sur les droits d'auteur, la question sur les supports et formats et la question sur les critères de sélection. Et en fait, voilà, rapidement, pour chacune de ces unités, ce sont soit des guides qui vont ressortir, soit des fiches pratiques. Alors, je vous donne un exemple, par exemple, puisque c'est un exemple, sur la méthodologie de collecte, ça va être un guide de prise en charge. Finalement, comment on va prendre en charge les archives audiovisuelles, quels vont être donc les conducteurs d'entretien, la façon dont on va prendre en charge. On en a aussi un petit peu parlé ce matin avec Cyclic qui nous présentait les attestations de prise en charge, donc l'attestation de dépôt, ce genre de choses. Voilà, comment concrètement formaliser les choses pour être toujours dans les clous. Et donc voilà, quand on est pour la première fois confronté à des archives audiovisuelles, on ne sait pas comment se comporter et on ne sait pas quelle va être la meilleure pratique. Donc ce sera avoir un guide là-dessus. Sur la partie droit d'auteur,
on l'a vu aussi ce matin avec Anne-Laure, c'est une fiche pratique qui va rappeler tous les droits qui sont liés aux archives audiovisuelles et finalement tous les risques qui sont liés pour vraiment savoir où est-ce qu'on met les pieds. Et là aussi, donc de nouveau, c'est quelque chose qui ramène vers la formation, une formation sur l'aspect juridique. Pareil, sur les droits d'auteur, c'était des fiches sur le type de contrat et les conséquences de chaque type de contrat qu'on serait amené, avec les clauses, qu'on serait amené à formuler avec les donateurs, les déposants et ainsi de suite. Pour passer après rapidement sur d'autres, par exemple sur les supports, on l'a aussi évoqué ce matin et on l'a aussi parlé pour la formation et on en reparlera aussi. C'est la question quand on découvre le monde des archives audiovisuelles, ça va être moi j'ai mon expérience personnelle. Quand j'ai démarré avec les archives audiovisuelles, je ne comprenais rien aux archives audiovisuelles. J'y comprends pas grand-chose encore plus aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fini par découvrir que le 8 et le Super 8, où était la différence, quoi. Et le 9,5, le 16, le 35, j'en ai pas, donc je m'en fous. Mais voilà, j'ai fini par découvrir au fur et à mesure, en tâtonnant et en passant en fait ma vie sur Wikipédia pour voir un petit peu qu'est-ce qui existait, quoi. Donc si on fait des fiches pratiques qui permettent de manière très claire, sans jargon, expliquer pour pas être stressé par ce genre de questions, voilà, une fiche pratique qui explique ce que sont les archives audiovisuelles. Sur la partie conservation, pareil, ça va être des choses qui vont être comme, évidemment, identifier les formats, la partie aussi des cahiers des charges type qui vont permettre justement d'assurer la numérisation. Voilà, la numérisation, c'est la question qui va toujours nous tarauder à un moment ou à un autre, entre autres questions. Mais la numérisation, c'est faire un cahier des charges. On va tous être à un moment ou à un autre confrontés à faire un cahier des charges et pour être certain de ne pas partir dans le mauvais sens. On l'a aussi évoqué ce matin, et même hier avec toi, Cédric, oui. Sur les formats qui sont les plus adéquats pour pouvoir à la fois numériser et conserver, et puis après d'ailleurs valoriser ces archives audiovisuelles. Aussi des fiches sur, par exemple, les conditions de conservation. Les conditions de conservation liées également au risque, par exemple le risque nitrate. Il y a une fiche déjà qui existe sur le risque nitrate, mais ce serait de la faire peut-être ou mise à jour, ou la faire plus simple, et aussi de manière générale sur les conditions de conservation de ces archives audiovisuelles. Sur la partie classée, donc là je passe vraiment rapidement, il y a vraiment eu plein d'idées qui sont sorties, mais je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert. Là je vous fais vraiment les grandes idées. Sur la partie classée, et d'ailleurs, ça me permet de faire ressortir quelque chose qu'on a vu aussi finalement dans les 4C, c'est une cartographie des ressources. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti à chaque fois. C'est où est-ce qu'on a des collègues à proximité qui parlent d'archives audiovisuelles, où est-ce qu'on a des collègues à proximité qui ont des appareils qui peuvent mettre à disposition pour nous faire fonctionner. Voilà, c'est vraiment une cartographie de où est-ce qu'on se trouve tous. Et sauf lui, parce qu'il ne prête rien, Cédric. Ah, c'est lui qui prête rien. Mais voilà, c'est d'avoir en fait une cartographie où est-ce qu'on va avoir un relais pour pouvoir discuter de ces choses-là et avoir un appui, une aide. Au-delà même du groupe, il faut toujours nous écrire à la boîte, je rappelle, donc GT Archive. Voilà, donc il faut toujours où est-ce qu'on a un relais autour de nous pour pouvoir avancer. Donc c'est aussi après des travaux sur des fiches, des fiches ou un travail à faire pour que les SIA soient adaptés à la description des archives audiovisuelles. Voilà, ça c'était pour la partie classée. Et pour finir sur la partie communiquée, il y aurait déjà la partie sur comment on va valoriser, des fiches peut-être pour valoriser le plus facilement et le plus rapidement nos archives, soit sur les réseaux sociaux, soit directement sur le site internet de notre collectivité, de notre institution. Ça va être des choses comme comment trouver des partenaires autour de nous, donc grâce à cette cartographie, et comment formaliser ce partenariat pour pouvoir derrière faire une valorisation. Donc ça pourrait être avec Cyclic, avec Ofnibus, il y a l'INA aussi. Voilà. Trouver des partenaires et réussir à concrétiser ce partenariat. Et puis pour finir, j'en prends vraiment au pif, si j'arrive à me relire bien sûr, c'est... Ah oui, il y avait une bonne idée qui est ressortie sur la partie valorisée. Nous, on s'était posé la question dans le Var. C'est de faire un site internet qui serait en mesure de mettre en ligne les vidéos de nos différentes institutions. Quand on est des petites institutions avec... on a numérisé 5 bobines, on va pas développer un site particulier pour faire ça. Si on n'a pas de site internet, on est là avec nos 5 pauvres bobines numérisées. Si on avait un site qui soit collaboratif et dans lequel tout le monde puisse un peu déposer des choses ou beaucoup de choses,
bah voilà, ce serait super. Donc ça, c'est une réflexion, c'est pas une fiche, c'est une réflexion à avoir. Donc voilà les idées qu'on a pu avoir, qu'on va essayer de développer, et après, autour de ces différentes fiches, différentes idées, trouver des personnes qui sont intéressées par le sujet et qui vont vouloir creuser avec nous ces questions-là pour le travailler. Voilà. Oh, le blanc, quoi. Vous pourriez m'applaudir, quoi. C'est tout. Donc, moi, je vais faire un bilan un peu similaire pour le groupe de travail sur la formation. L'atelier, on était nettement moins nombreux dans cet atelier-là. On était une douzaine à réfléchir sur le sujet. L'objectif très concret, c'était d'aboutir à des formations, à des compléments de formation au sein de l'AF. Donc, on s'est focalisé sur la formation continue. On a abordé la question de la formation initiale a été abordée dans les discussions, mais on ne s'est pas focalisé dessus puisque c'était un peu hors sujet de toute façon. Enfin, dans ce contexte-là, en tout cas. Et donc on est parti sur des questions de formation continue. Quelles formations pouvaient être proposées en plus de celles qui existent déjà, puisqu'il en existe déjà quand même, même si elles ne sont pas excessivement nombreuses, puisqu'il existe essentiellement les cycles de formation de l'INA et de l'AF, qui sont donc que certains d'entre vous ont certainement déjà suivi en tout ou en partie. Il y en a ailleurs, mais en tout cas dans le réseau archive, on n'en compte pas tant que ça, qui sont vraiment spécialisés en audiovisuel. On a constaté que les formations justement à AF et de l'INA sont un cycle qui est très complet, mais qui est très complet du point de vue d'archivistes qui vont ou qui occupent déjà une partie essentielle de leur temps sur les archives audiovisuelles. Pour des archivistes qui sont au contact occasionnel des archives, des documents audiovisuels, finalement, un cycle comme celui-ci, il paraît finalement trop complet sans doute pour la plupart des archivistes finalement, qui peuvent quand même avoir besoin de formation en matière d'archives audiovisuelles. Et justement, ça nous a amené à nous rendre compte qu'il y avait qu'il y avait des besoins en formation. En fait, il y avait un nombre de situations très variées à prendre en compte, avec des archivistes justement qui sont très fortement impliqués dans l'audiovisuel, d'autres qui le sont beaucoup moins, mais qui le sont quand même une fois de temps en temps. Des services d'archives qui, de la même manière, sont très investis dans une politique audiovisuelle et d'autres qui le sont moins, des grosses institutions, des petites structures, etc. Qu'il fallait pouvoir prendre en compte aussi des documents qui sont bien contextualisés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et puis, sans oublier évidemment les cultures professionnelles différentes entre documentalistes et archivistes, qui sont complémentaires, mais qui sont quand même néanmoins différentes. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on a quand même identifié deux idées de formation, deux thématiques de formation qu'il faudrait pouvoir développer, justement puisque les formations existantes semblent en tout cas trop complètes pour la plupart des archivistes. L'idée, ce serait de mettre en place une formation aux archives audiovisuelles qui soit plus généraliste. Une formation de premier niveau en quelque sorte. Donc l'objectif étant d'acculturer les participants à cette formation aux documents audiovisuels, mais sans plus, sans chercher à aller forcément plus loin. Et on a pensé à quelques exemples de contenu, mais qui sont que des exemples possibles, et non pas limitatifs. Comment identifier à minima les principaux formats de films, de vidéos, de sons, sans forcément se contenter de Wikipédia par exemple. Quels sont les bons réflexes en matière de conservation, mais juste les bons réflexes, pas forcément se doter à tout prix de magasins avec la température qui va bien, etc. Et puis aussi, comment faciliter le dialogue avec des prestataires, comment comprendre un devis qui vous est proposé pour numériser de la vidéo, vous ne comprenez rien parce que c'est extrêmement technique. Donc ça, c'est la première idée qui est venue assez vite dans les discussions, et la deuxième idée est venue en fait plus progressivement, mais pour un autre public, donc qui serait une formation dédiée à la définition d'une politique d'archivage audiovisuel dans un service d'archives. L'objectif étant, dans ce cas-là, d'être en mesure de répondre aux questions que collecter, que conserver, et en tenant compte évidemment du contexte général dans lequel le service évolue et aux orientations du service, et à ses moyens, évidemment, moyens humains, matériels, financiers, etc. Le point commun aux deux idées de formation, en fait, après coup, c'est finalement que ces deux idées de formation visent en fait à désacraliser les documents audiovisuels.
La première formation, la formation généraliste, vise au fond à affirmer en tout cas que oui, on peut gérer des documents audiovisuels de manière satisfaisante, sans devenir nécessairement un hyper spécialiste du sujet. Et la deuxième formation, celle sur la politique d'archivage, vise à affirmer que non, ce n'est pas parce qu'il s'agit de documents audiovisuels qu'on est obligé de tout collecter, de tout conserver, mais ça a été dit aussi précédemment, un peu plus tôt dans la journée. Voilà, donc s'il y a un point commun entre les deux formations, les deux idées de formation qui ont été émises, ce serait plutôt ça en fait. Donc voilà, oui, désacraliser en fait les archives audiovisuelles. Alors ça, c'est pour ce qui est du contenu des formations, donc des formations concrètes avec un contenu précis. On s'est dit aussi qu'il pouvait y avoir matière à renouveler la forme que prennent les formations en question, éventuellement d'ailleurs les formations déjà existantes. On a évoqué l'idée de mettre en place des formations hybrides avec un morceau en présentiel, un morceau à distance, donc un ou 2 jours en présentiel qui permettent aux gens de faire connaissance. Et puis ensuite la suite, surtout s'il s'agit de formations un petit peu longues, donc à distance qui limite les déplacements et toutes les contraintes matérielles, tout en permettant d'avoir des formations qui prennent le temps d'aller au cœur d'un sujet, quel qu'il soit. Des formations délocalisées, autrement dit qui n'aient pas lieu toutes à Brie-sur-Marne, pas forcément pour qu'elles aient lieu ailleurs, mais en tout cas qui puissent avoir lieu dans des services qui, pour certains, sont peu outillés, parce qu'on peut aller faire effectivement, c'est très intéressant d'aller visiter la régie. Effectivement, moi ça m'est arrivé de faire un stage aux archives du Val-de-Marne, et c'est effectivement très intéressant de voir la régie technique du Val-de-Marne, mais ça peut être très intéressant aussi d'aller dans un service qui est beaucoup moins outillé et de voir comment ce service se débrouille avec les moyens dont il dispose pour s'occuper de ces archives audiovisuelles. Donc, et ça permet aussi d'avoir des formations qui sont un peu partout sur le territoire, ce qui limite aussi les déplacements des uns et des autres, avec tout l'intérêt que ça peut présenter sur le plan matériel, évidemment. Et ça participe aussi à la désacralisation dont je parlais déjà. Voilà. Et ça pourrait se faire, puisqu'on est au sein de l'AF, via le réseau des groupes régionaux de l'AF, par exemple, éventuellement. On a évoqué aussi le cas de formation courte. Et là, Nicolas Didon nous a rappelé opportunément qu'il existe un dispositif qui s'appelle Rapide Formation, que certains ont peut-être déjà testé parmi vous, pas moi, mais je sais que ça existe effectivement. Donc des formations qui, du coup, je le rappelle, donc, sont des formations très courtes sur des sujets très ciblés. Donc quand je dis très courte, c'est à l'échelle d'une demi-journée. Donc là, pour le coup, forcément en distanciel, évidemment. Mais ça peut servir sur certaines thématiques qui nous occupent ces jours-ci. Voilà. Et puis plus globalement, on s'est dit aussi qu'il serait intéressant de mieux mettre en réseau, mais là ça rejoint des choses qui ont été dites pour l'atelier précédent, mieux mettre en réseau les formations pour qu'elles soient facilement identifiées par les archivistes qui en ont besoin. Je cite juste un exemple. Sur la page de France Archives consacrée à la formation, il y en a une qui renvoie à la direction des patrimoines, qui renvoie à l'AF, qui renvoie à plein d'endroits utiles, mais qui ne renvoie pas à l'INA, par exemple. Voilà, juste cet exemple-là. Donc on pourrait mieux mettre en réseau de ce point de vue-là pour mieux attirer l'attention sur les formations existantes ou susceptibles d'exister en matière d'archives audiovisuelles. Et puis, comme on n'a pas fait le tour du sujet en 2 heures, il y a des pistes qu'on a creusées, mais sans forcément aboutir à des thématiques de formation bien structurées. Parce que soit on s'est dit qu'on pouvait renvoyer sur des formations déjà existantes, soit, là aussi, on s'est dit que ça pouvait renvoyer vers des outils méthodologiques qui seraient à concevoir. Donc, retour de la balle vers l'autre atelier. J'espère d'ailleurs que les renvois mutuels sont concordants et qu'on ne se renvoie pas les mêmes sujets d'un groupe à l'autre. Ça, on verra quand on mettra en commun. Donc, on a fait notamment ce constat-là pour la collecte d'archives orales par les services eux-mêmes, les services d'archives eux-mêmes, et puis toujours au chapitre d'archives orales, mais pour le coup pour les associations qui collectent sur le terrain, et dont il a été question notamment dans le cas du Maine-et-Loire. Comment on a cherché aussi à répondre comment former justement les associations, les particuliers qui font de la collecte et qui peuvent s'adresser à nos services pour obtenir des conseils justement. Et là, on s'est dit que là pour le coup c'était plutôt, alors peut-être plus, mais ça reste à discuter aussi, peut-être plus sous la forme d'outils méthodologiques qu'on peut mettre à disposition, qui
peuvent être téléchargés, etc., que sous la forme d'une formation en tant que telle. Mais ce n'est pas forcément une réponse définitive. Voilà. Et quant à la question quant aux questions juridiques, eh ben, il y a déjà des formations, mais elles ne sont peut-être pas suffisantes. Donc, mais là, pour le coup, ça fait aussi partie des pistes qui seraient à creuser, puisque visiblement, là, pour le coup, il n'y a pas eu de piste pour des outils méthodologiques sur les questions juridiques, mais on n'en a pas non plus sur la question de la formation. En tout cas, personne n'a proposé une formation en tant que telle qui soit centrée sur les questions juridiques. Mais la table ronde de tout à l'heure montrait bien qu'il y a sans doute matière à faire quelque chose, de toute façon. Voilà, c'est très rapide et pas conclusif de toute façon, mais c'était pas l'objet. Merci. Alors nous, c'était l'atelier « Comment échanger entre nous ? Comment construire des rencontres professionnelles et selon quelles modalités ? Comment utiliser les ressources de l'AF ?» Alors j'ai commencé par un rapide sondage qui montre qu'en fait peu de personnes, ont été 15, connaissent bien les ressources de l'AF. En fait, elles les utilisent. Donc c'était un premier point. Et on a identifié 3 thématiques, les réseaux sociaux, les rencontres professionnelles et puis les projets éditoriaux, avec évidemment des sujets et des messages très différents et des publics qu'on peut toucher très différents. En ce qui concerne les réseaux sociaux, en fait, nous, on est très vite rentré dans les outils. On a effectivement identifié un objectif qui est que beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément de réseaux sociaux. Ils ont peut-être besoin d'un relais de l'AF pour justement valoriser. Et puis du coup, ça peut permettre on est toujours dans le cercle vertueux, mais de mieux connaître les fonds des uns et des autres, et puis d'arriver à se relayer, donc faire qu'un message soit évidemment à travers le réseau mieux connu. Et on a donc du coup identifié des outils qui peuvent aussi faciliter ces services-là. Enfin, en tout cas, il y a des outils qui existent, qui peuvent faciliter ces services web. Donc, une seule publication peut être diffusée sur plein de réseaux sociaux différents. Donc, c'est bien de le savoir, c'est bien d'avoir idée de travailler là-dessus. Alors nous, il y a un point sur lequel, en termes de réseaux sociaux, on était plutôt intéressés. On souhaitait faire quelque chose. C'est les Journées mondiales de l'audiovisuel qui se déroulent du 27 octobre au 5 novembre. Ça pas très longtemps. Ce serait pas mal peut-être qu'on fasse un petit quelque chose pour ça, pour ces journées-là. En tout cas, ça pourrait être vraiment l'occasion, un petit moment un peu clé. Oh, je vois Aurélien je sais pas, se dire ah non, c'est dans pas longtemps. L'idée c'est toujours de se greffer à des événements, constituer une programmation, c'est beaucoup de travail, mais ça peut être simple d'utiliser les réseaux sociaux si on a identifié les bons outils, on identifie les bons canaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Twitter. On a eu des échanges très, très nourris sur TikTok, mais qui ne nous a pas apparu de quoi être quelque chose qu'on pourrait peut-être utiliser, en tout cas pour la diffusion d'archives audiovisuelles. On reviendra un jour plus tard sur ça. Alors les rencontres professionnelles, déjà premier point, tout le monde a pointé le fait que, mais ça a déjà été souligné par Alan, qu'il fallait absolument un annuaire pour justement qu'on identifie sur le territoire. On est même jusqu'à aller penser à une sorte de cartographie où quand vous cliquez, vous savez exactement où il y a la bobine de l'archiviste audiovisuel et ses coordonnées qui apparaissent. Bon, c'est peut-être un peu ambitieux, mais ne serait-ce qu'une liste très simple que chacun met à jour, ça peut répondre à pas mal de besoins qui seraient organisés par région, puis qui peuvent être aussi relayés par les groupes régionaux qui sont quand même des ressources vraiment intéressantes pour toutes les actions plutôt locales. Alors un événement, cette rencontre professionnelle, évidemment, elle a servi un peu de modèle, donc on l'a un peu revu en essayant de se dire que peut-être qu'il faudrait la faire. Alors très clairement tous les 2 ans, plutôt au printemps parce qu'en fait il y a d'autres événements, notamment les rencontres inédites qui ont lieu très, très bientôt et c'est vrai que ça fait beaucoup pour des collectivités de financer la participation de leurs agents à beaucoup de rencontres. Donc peut-être décaler pour être sûr de ne pas être dans un calendrier et peut-être le lier ces rencontres professionnelles à des événements sur un territoire qui seraient liés aux images, au son, peu importe. Mais du coup on voit bien que c'est vraiment intéressant de se programmer, de travailler comme ça. Alors, les thèmes de ces journées pro, alors le juridique a été identifié comme une question vraiment prioritaire.
Donc le juridique, le matériel aussi, mais ça, vous l'avez tous les deux dit, les normes de format et les formats. Alors ça, c'est vraiment une question, effectivement, que beaucoup se posent. Une question de valorisation aussi. Donc vous aurez l'occasion n'hésitez pas à nourrir l'enquête de satisfaction pour qu'on puisse, pour que collectivement, nous puissions travailler sur ces sujets. Et je termine par les projets éditoriaux. On a quand même, l'AF propose régulièrement des éditions. Notamment, on en a parlé, le petit guide sur les archives audiovisuelles qui a été édité à 1000 exemplaires, qui est épuisé. Il a été édité en 2013. Donc c'est vrai que ça a un peu constitué le cœur de notre discussion. Mais on s'est dit qu'avant de se lancer dans la rédaction ou peut-être le travail sur ce guide, sur une nouvelle maquette, peut-être de partir de portraits d'archivistes audiovisuels, d'archivistes tout court, hein, parce que, pour essayer un petit peu de dresser un portrait plus proche du terrain et refléter un peu toutes ces réalités que nous composons, que je commence à plus avoir du mal à articuler mes idées, mais pour refléter toutes ces réalités multiples qu'on représente tous dans nos services. Et également, on a beaucoup parlé de l'état des lieux. On l'a lancé il y a quelques temps déjà. C'est ce grand état des lieux où sur les 4C, on a tous un peu rempli en disant où on en était dans nos services. Et donc on l'avait diffusé une première fois. Il est disponible sur les ressources du groupe de travail pour les adhérents. Je rappelle qu'il y a des ressources qui sont accessibles sur l'AF, mais il faut être adhérent à titre, alors soit collectif, il faut voir avec vos collègues, les adhésions soit collectives, soit individuelles, mais il y a des ressources qu'on a mis à disposition, notamment cet état des lieux, mais c'est vrai qu'il n'est pas à jour parce qu'on reçoit les messages, mais on n'a pas toujours le temps de mettre à jour ça. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on envisage ça parce que c'est un outil de connaissance et d'interconnaissance qui est vraiment précieux, en plus qui peut servir aussi d'annuaire d'ailleurs. Mais du coup, ça fait un peu état des lieux. Voilà, je termine avec ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des outils simples, mais aussi des acteurs qui les animent, et pas programmer et avoir une ambition qui puisse s'incarner avec un rythme régulier, mais qui puisse faire vivre le groupe sans que ça représente une charge trop importante aussi. Si elle est bien partagée, elle est beaucoup plus facile et beaucoup plus légère à porter. Merci beaucoup aux animateurs des ateliers de cette prêtée au jeu et à vous pour avoir proposé toutes ces belles idées. Je rappelle qu'on les restituera lors d'un webinaire qui sera ouvert et gratuit. Qui conclut? Olivier, Aurélien? Ah oui. Quelques mots de conclusion peut-être, Olivier, Aurélien? C'est bien, vous allez avoir le temps de prendre votre train. Oui. C'est difficile de faire une conclusion. Enfin, on a bien vu la richesse des débats, les rencontres, l'importance de pouvoir échanger. Et c'est ça qu'il va falloir essayer avant tout de nourrir et de poursuivre. Donc forcément, ça veut dire pour certains d'entre vous d'essayer de nous rejoindre dans ce groupe et de pouvoir prendre une part de votre temps. On est tous confrontés à cette question de la disponibilité, de la charge de travail qu'on a au quotidien. On le sait, on le subit aussi. Mais si on reste à 4... Déjà, on supporte plus Alan. Hein. On va pas vous le cacher. Hein. Voilà. Hein, mais moi voilà. Non plus, je me supporte plus. Mais voilà, vraiment, il y a une belle dynamique qui nous a permis d'arriver à ces journées-là. Mais cette dynamique, elle pourra se poursuivre que si on est plus nombreux, et pas forcément plus nombreux pour faire vivre sur chaque événement ou pour avoir vraiment un noyau, mais peut-être pour, encore une fois, justement, certains de ces projets à un moment sur
une action en particulier. Je prends un exemple, le groupe Pain qui fait un travail sur les formats de fichiers, qui a fait une très bonne réflexion autour du formatif. Ils sont en attente, ils aimeraient bien avoir pour les formats audiovisuels des gens qui les accompagnent pour pouvoir réfléchir ensemble à la pérennité des formats qui sont utilisés les plus couramment dans une notion vraiment d'archivage. Bon, que quelques collègues qui ont une appétence sur ces questions-là puissent participer temporairement, parce que il n'y a pas besoin ensuite de poursuivre ça. C'est le temps de construire l'état des lieux autour du format de fichier et d'en faire une restitution. Et c'est tout. Voilà, sur ces aspects-là, on espère vraiment que certains d'entre vous pourront nous rejoindre. Voilà, c'est vraiment ça le message qu'on veut faire passer. Et puis, encore une fois, vous remercier d'être venus aussi nombreux, parce que ça, c'était vraiment une très, très, très bonne surprise pour nous. Et puis quand même, j'ai dit du mal, mais maintenant, surtout, je vais dire du bien. Merci à tous les quatre, à tous les trois. Je me remercie aussi. Allez, soyons fous. Merci Aurélien. Merci vraiment à tous les trois. Voilà, on s'est beaucoup côtoyés ces derniers temps, uniquement en visioconférence, puisqu'on travaille tous vraiment dans des espaces géographiques différents, mais on a vraiment pu partager pas mal de choses. Et ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est de voir que ce qu'on a évoqué déjà à 4, c'est ressorti pendant ces 2 journées. Voilà, on voit bien qu'on a ces problématiques communes, ces questions, c'est là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le faire vivre. Merci encore. Et très concrètement, donc, il va y avoir le webinaire sur donc la restitution. N'hésitez pas à réagir. Vous savez que vous avez la boîte gt@archiveaudiovisuel@gmail.com qui est donc aussi... Mais on la redonnera. gt@archiveaudiovisuel... Mais vous n'étiez pas concentré. on vous la redonnera. Vous avez vu donc que toutes les interventions ont été filmées. J'ai été volant également sur les ateliers hier. On n'en entendra pas forcément les interventions, du moins peut-être en sourdine sur un petit fond musical. Mais en tout cas, on aura les temps très concrets d'échange que je vais récupérer de la société Visium aussi, que je remercie pour ces 2 jours. Et ils vont être publiés sur le site, en vidéo, sur le site sur la page YouTube de l'AF. Voilà, donc ça veut dire que vous pourrez les revoir, vous pourrez les réécouter si vous en avez besoin. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à les faire écouter à ceux qui, autour de vous, auraient besoin d'informations sur la collecte, le classement, etc. Comme le disait Aurélien, nous signifions l'immense, ça nous a pris beaucoup de temps, mais l'immense plaisir que nous avons eu à vous préparer, à vous concocter ces journées. J'espère que vous y avez passé un très bon moment et que vous avez appris plein de choses, que ça vous a donné envie de continuer, comme ça nous a donné à nous envie de continuer. Et puis, nous vous disons à très, très, très bientôt.